J'ai la chance d'ouvrir la journée. Alors, je voudrais d'abord remercier très chaleureusement Christian, Jacques, tout le groupe des listes d'organiser chaque année et très régulièrement une journée d'échange autour de la question des lits identifiés. Journée d'échange qui a un succès de plus en plus important et donc qui pose vraiment des vraies questions concernant les listes, puisque pour cette journée, c'est plus de 100 personnes qui ne vont pas pouvoir venir parce que faute de place. Donc c'est quand même rare d'avoir quasiment presque plus doubler la contenance de la salle. Donc un très grand merci Christian Denis, un très grand merci Jacques de dynamiser ce groupe qui permet finalement de faire émerger les réflexions, des idées, des critiques et donc de progresser collectivement. Je voudrais aussi souligner qu'une journée qu'organiser une telle journée ne peut pas se faire non seulement sans groupiste, mais non plus sans les salariés de la SFAP. Donc vous avez Bénédicte que vous connaissez, vous avez également à l'accueil Élise, pour certains vous connaissez Florent, il y a également Karine, Benoît et Marie-Claire qui sont l'ensemble des salariés de la SFAP qui coordonnent l'organisation de ces journées. Donc j'en profite à chaque fois pour les remercier parce que sans ces salariés, nous n'arriverions pas à avoir toutes nos activités et tous nos échanges. Je voudrais aussi souligner la présence à cette journée de 3 ARS qui sont représentés par les médecins et par les professionnels de santé. Il y avait sur l'ARS Bourgogne qui va, je crois, tout à l'heure faire un point un an ou 2 ans après une première présentation. Il y a également des représentants de l'ARS de Bordeaux avec qui j'ai pu échanger sur les pratiques de soins palliatifs dans les régions, et l'ARS de Champagne-Ardenne. Je suis très heureux qu'ils puissent venir assister aux échanges parce que je pense que au-delà des dynamiques nationales, c'est aussi dans les dynamiques régionales que nous arrivons à faire bouger les choses, et je crois beaucoup aux actions menées conjointement par les ARS et les professionnels de santé. Et je voudrais aussi souligner la présence avec nous de Mme Mussy, qui est responsable à la DGOS des soins palliatifs, et Mme Lucioli, qui est chargée d'un rapport récent à la Cour des comptes sur les soins palliatifs, qui sera publié avec le rapport annuel dans les semaines à venir. Et je trouve également que leur présence traduit bien l'intérêt au niveau national, au niveau des services du ministère ou de la Cour des comptes, de la question des soins palliatifs. Et moi, je suis très heureux qu'elle puisse venir assister directement à nos échanges et qu'elle puisse entendre les éléments que nous pouvons dire, à la fois favorables et puis parfois peut-être critiques. Mais c'est vraiment au travers de ces échanges entre les institutions à la fois nationales et régionales que, à mon sens, nous arrivons à construire ensemble et à progresser ensemble. Alors, je ne pouvais pas ne pas aborder aujourd'hui, en vous voyant, la nouvelle loi à venir. Et donc, je me propose, là, dans les 5 minutes, ce qui n'était pas prévu du tout lorsque on m'avait proposé d'intervenir, de vous présenter les grands repères de cette nouvelle loi dont nous parlons tous et qui est à peu près dans toutes les discussions que nous pouvons avoir. Le premier élément que je voudrais dire, c'est qu'il faut bien situer cette nouvelle loi dans une visée politique de modification législative avec un postulat à entendre autour des demandes sociétales. On a une société qui demande de plus en plus de maîtrise, qui demande de plus en plus d'autonomie et qui fait ces demandes d'autonomie et de maîtrise sur un terrain d'inquiétude, sur un terrain de méconnaissance de la loi et parfois même de mauvaise application de la loi ou avec des expériences de mauvaises pratiques. Dans tous les rapports, que ce soit CCNE, rapport SICAR, on a entendu la volonté d'une modification législative. Et une des difficultés certaines, c'est que ces questions se sont mises à débattre avec autour d'une focalisation médiatique sur la question de l'euthanasie et du suicide assisté, et qu'à mon avis, le grand enjeu des discussions que nous avons eues et qu'il nous faut encore avoir, c'est de sortir de cette focalisation médiatique
et de revenir sur nos repères soignants à nous. Il me semble que c'est vraiment l'élément majeur. Alors, globalement, vous pouvez percevoir chez nos concitoyens, chez les patients, trois grandes craintes. Et probablement, peut-être parfois avec une certaine maladresse, avec des points de vigilance qu'il faudra avoir, le projet de loi essaye de répondre à trois inquiétudes. L'inquiétude de ne pas être écouté, et on va voir tout à l'heure qu'il y a un renforcement des directives anticipées, elles vont avoir un caractère plus contraignant et un renforcement de la personne de confiance. La peur de souffrir est également exprimée par tous nos concitoyens, et je vais évoquer avec vous la création de ce droit à la sédation, l'insistance dans toute la proposition de loi sur les traitements antalgiques et sédatifs, et des précisions sur le double effet. Enfin, associé à cette proposition de loi, nous avons confirmé par le Premier ministre l'annonce d'un plan triennal de développement des soins palliatifs. J'en profite de m'excuser, je suis obligé de partir à la pause de 11h30, puisque en début d'après-midi, je suis au ministère justement pour déjà évoquer, jusqu'à de mon côté, la question de ce plan triennal. Alors, sur la sédation, c'est un point important et il faut savoir que la femme a été écoutée dans le cadre de la préparation de cette proposition de loi et de ce rapport. Sur la sédation, l'objectif que nous avions, c'était d'essayer de se rapprocher le plus possible des recommandations que nous avons déjà pu produire et de prendre en compte également l'article 37 du Code de déontologie. Nous allons avoir sûrement à venir un gros travail de réflexion à mener et d'écriture de nouvelles recommandations. Nous allons devoir très probablement préciser un certain nombre de points sur la loi qui sont encore des points un petit peu flous, en particulier sur la sémantique. Aujourd'hui, la sédation est définie ainsi: c'est un traitement à visée sédative et antalgique provoquant une altération profonde et continue de la vigilance jusqu'au décès, associé à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie. Vous voyez qu'il y a un premier élément de premier critère, une première précision, un premier petit verrou, c'est que le droit à la sédation pour les patients sera forcément associé à l'arrêt de l'ensemble des traitements qui maintiennent en vie. Vous m'excuserez un peu simplement, il s'agit de ne pas appuyer à la fois sur la pédale d'accélérateur et de ne pas appuyer à la fois sur la pédale de frein. Nous sommes bien dans la sédation continue jusqu'au décès. Et cette sédation continue jusqu'au décès devient, dans la proposition de loi, un droit pour le patient dans deux conditions seules. Et voici ces deux conditions. La première, c'est lorsqu'il est atteint d'une affection grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui présente une souffrance réfractaire au traitement. Alors, il pourra demander une sédation continue jusqu'au décès, associée à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie. On voit bien qu'à mon avis, nous sommes aujourd'hui attendus sur la précision qu'il faudra apporter au terme de souffrance réfractaire, au terme de pronostic vital engagé à court terme. La deuxième condition, c'est lorsqu'il est atteint d'une affection grave et incurable et qu'il décide d'arrêter un traitement qui engage son pronostic vital à court terme. J'apporte la précision que c'est bien l'arrêt du traitement qui va engager son pronostic vital à court terme. Alors, il peut demander une sédation continue jusqu'au décès, à condition également d'accepter que l'ensemble des traitements de maintien en vie soient interrompus. Cette deuxième condition, en fait, pour les juristes, était traitée à l'article 37 du Code de déontologie. Je rappelle que l'article 37 du Code de déontologie dit qu'un patient qui est inconscient, chez lequel on arrête un traitement, le médecin met en œuvre l'ensemble des traitements, notamment antalgiques et sédatifs, pour être sûr qu'il ne souffre pas, quand bien même la souffrance ne peut pas être évaluée. Je le résume un petit peu. Parce que nous ont dit les juristes, c'est que si vous donnez un droit à la sédation à un patient qui n'est pas en capacité de s'exprimer, il faut également donner ce droit à la sédation continue jusqu'au décès en cas d'arrêt de traitement chez un patient qui peut s'exprimer. Alors il est vrai que j'aurais préféré, tout au long du texte, garder la phrase « l'ensemble des traitements, virgule, notamment antalgiques et sédatifs ». Ce point n'a pas été retenu par le législateur, malgré notre insistance, donc il évoque un traitement antalgique et sédatif mis en place à la demande du patient lorsqu'il demande l'arrêt d'un traitement qui engage son pronostic vital. Il y a donc deux conditions bien précises. Il est adjoint également dans la proposition de loi un élément sur une procédure collégiale, ce qui est nouveau, puisqu'actuellement la procédure collégiale, nous ne l'avons que dans l'interruption des traitements. Et là, dans la sédation, une procédure collégiale
sera mis en place, qui servira finalement à vérifier les conditions d'application du présent article. Et cette procédure collégiale n'est pas définie par la loi, elle sera définie par le Conseil d'État. À nous aussi d'être présents pour marquer dans cette procédure collégiale des repères soignants indispensables qui nous paraissent fondamentales pour la mise en œuvre de la loi. Donc, à mon avis, dans le cadre de la sédation, nous avons encore des choses à dire pour améliorer la mise en pratique de cette proposition de loi. Le principe du double effet a été réécrit. Je vous rappelle que l'article 2 était quasiment incompréhensible dans la loi Leonetti. Maintenant, c'est un peu plus clair. C'est le médecin met en place l'ensemble des traitements antalgiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire en phase avancée ou terminale, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie. J'ai mis comme en rouge parce que 24 heures avant la proposition qui a été présentée au président de la République, ce n'était pas comme, mais pour effet. Je considère que nous aurions eu là une proposition inacceptable pour le milieu des soins palliatifs. Les directives anticipées ont également été réécrites, en tout cas ont été probablement modifiées. Déjà, les priorités sont bien décrites, c'est simple. Le patient peut s'exprimer, c'est sa parole qui prime. Il ne peut pas s'exprimer, ce sont les directives anticipées qui priment. Il n'y a pas de directive anticipée, c'est la personne de confiance qui prime. Il n'y a pas d'expression directe, il n'y a pas de directive anticipée, il n'y a pas de personne de confiance. Alors, il faudra consulter la famille. Mais on voit que dans la nouvelle proposition de loi, s'il y a une personne de confiance, la famille sera consultée. Si nous souhaitons, je pense qu'il faudra l'écrire dans les recommandations, mais dans la loi, on a vraiment la primauté des directives anticipées et de la personne de confiance sur tout autre avis. Elles seront plus précises, elles seront rédigées dans le cadre d'un modèle, en tout cas c'est la proposition de la loi. Je lis dans certains textes que ces directives anticipées deviendraient opposables. Non. Comme il n'y a pas de droit de créance à la sédation, il n'y a pas dans le texte non plus d'opposabilité des directives anticipées. Elles sont plus contraignantes, elles s'imposent. Oui, elles s'imposent dans deux conditions. Elles s'imposent, mais avec deux réserves. La première réserve, c'est en cas d'urgence vitale, pour laisser le temps au médecin de faire un diagnostic. Ça semble simple, mais encore a-t-il fallu énormément débattre de cette question pour dire quand même que dans le cas d'urgence vitale, il nous fallait laisser le temps de connaître mieux la situation. La deuxième chose, c'est que si les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées, alors le médecin pourra se délier de l'obligation de les suivre. Pour le moins, il devra consulter un confrère et motiver sa décision. Vous voyez que là, il y a encore des éléments de précision à apporter sur qu'entendons-nous par manifestement inapproprié. Donc dans ce texte de loi, cette proposition de texte de loi, nous avons encore des éléments, des pistes, des formulations qu'il va falloir préciser du côté des acteurs de soins palliatifs. Je rappellerai simplement que quand le Conseil d'État a regardé, traité de l'affaire Vincent-Lambert, ils se sont appuyés sur les recommandations de la SFA. Quand l'État français s'est défendu auprès de la Cour européenne, il a fait référence aux recommandations de la SFA sur la sédation. Je vous dis ça pour dire que les travaux que nous pourrons produire sur la proposition de loi, qui j'espère, dans une visée à mon avis constructive, serviront et pourront être des repères importants, non seulement pour les professionnels que nous sommes, mais aussi pour l'ensemble des professionnels, et à mon avis seront la garantie pour les patients qui seront pris en charge avec des repères que nous avons, avec des repères de soins, avec des repères d'accompagnement. Voilà, donc c'est un tout petit résumé de la loi. En termes pratiques, cette loi sera discutée à la Commission des affaires sociales dans les jours à venir. Je crois que c'est le 16 ou le 18 février si mes informations sont bonnes. Puis début mars à l'Assemblée nationale. Le souhait d'Alain Claes et de Jean Leonetti, c'est qu'il n'y ait pas d'amendement et que ce soit l'ensemble de la loi qui soit proposé ainsi. De mon côté, je considère qu'on aurait toujours pu vouloir autre chose, mais que nous avons quand même trouvé un équilibre. Il va de soi que s'il y a une modification par voie d'amendement qui rompt cet équilibre, nous devrons avoir probablement une toute autre position sur ce que pourrait devenir la loi. Voilà, je vous remercie.